George Harrison n'était pas le Beatle qui criait le plus fort. Il ne faisait pas de vagues, ne cherchait pas les projecteurs, et sa voix, douce et posée, se faisait rarement entendre dans le tumulte de la Beatlemania. Mais sous ce calme apparent couvait une amertume silencieuse, un ressentiment qui a marqué ses années avec les Beatles et au-delà. Il aimait ses camarades, admirait leur génie, mais l'un d'eux, Paul McCartney, lui a causé une douleur profonde, une blessure qui n'a jamais totalement guéri. De leur rencontre dans un bus scolaire à Liverpool à une réconciliation fragile à la fin de sa vie, l'histoire de George Harrison est celle d'un artiste brillant, d'un esprit spirituel, et d'un homme qui a lutté pour trouver sa place dans l'ombre des géants. Plongé dans la vie du Beatle silencieux, une vie de musique, de frustration et d'une quête de paix intérieure. Voici George Harrison, tel que vous ne l'avez jamais vu. Le début d'un lien fraternel. George Harrison naît le 25 février 1943 à Liverpool, dernier de 4 enfants d'une famille ouvrière. Son père, Harold, est receveur d'autobus. Sa mère, Louise, une passionnée de musique, chante et écoute Radio India pendant sa grossesse, espérant que les sonorités du sitar apaisent son bébé. Dans l'Angleterre des années 40, marquée par la guerre et l'austérité, la musique est une évasion. À l'adolescence, George, élève à la Liverpool Institute High School for Boys, griffonne des guitares dans ses cahiers, rêvant de devenir musicien. En 1956, Heartbreak Hotel d'Elvis Presley le bouleverse. La vague du skiffle, ce mélange de jazz et de folk, l'entraîne, il forme un groupe avec son frère et des amis. Le tournant arrive en 1957, dans un bus scolaire. George, 14 ans, rencontre Paul McCartney, un garçon plus âgé, charismatique, déjà lié à John Lennon. Leur amour commun pour le rock'n'roll, Chuck Berry, Buddy Holly, les rapproche. Paul enseigne à George des accords, des riffs, et une amitié naît. En 1958, Paul convainc John d'auditionner George pour The Quarrymen. Lennon, sceptique face à ce gamin de 15 ans, change d'avis quand George joue parfaitement raunchy dans un bus à 2 étages. George intègre le groupe, devenant le « petit frère » des aînés Lennon et McCartney. En 1962, lorsque les Beatles signent avec EMI sous la direction de Brian Epstein, George est le guitariste soliste, son jeu précis et mélodique définissant le son du groupe. Mais Lennon et McCartney dominent l'écriture. George, discret, suit leur lead, heureux d'apprendre, d'appartenir à cette aventure. La Beatlemania explose en 1963, transformant les 4 garçons en icônes mondiales. Les médias surnomment George le « Beatle silencieux », un titre romantique pour son introversion, mais qui masque une vérité plus lourde. Il se sent déjà à l'écart, ses idées étouffées par la dynamique Lennon-McCartney. Chaque chanson rejetée, chaque solo corrigé par Paul plante les graines d'une frustration qui grandira avec les années. Quand l'admiration se transforme en ressentiment. Au milieu des années 60, les Beatles ne sont plus un simple groupe de Liverpool. Ils sont une force culturelle, leurs albums, Rubber Soul, Revolver, redéfinissant la pop. George évolue comme compositeur, avec des chansons comme If He Needed Someone, 1965, et Taxman, 1966, une critique mordante du système fiscal britannique. Taxman montre son audace, mais aussi les tensions. Lennon aide à peaufiner les paroles à contre-cœur, et Paul, toujours directif, impose souvent ses arrangements. George se sent relégué, un musicien de seconde zone dans son propre groupe. SGT Pepper's Lonely Hearts Club Band, 1967, marque un tournant. L'album, porté par la vision de Paul, est un triomphe, mais George y contribue peu. Fasciné par la spiritualité indienne après avoir découvert le sitar via Ravi Shankar, il livre Within You Without You, une pièce audacieuse qui divise. Certains y voient un chef-d'œuvre, d'autres, une anomalie dans l'univers Beatles. George se sent à la fois affirmé et isolé. Le White Album, 1968, amplifie ces tensions. Il apporte While My Guitar Gently Weeps, un chef-d'œuvre. Frustré par l'indifférence du groupe, il invite Eric Clapton à jouer le solo, forçant l'attention de ses camarades. Mais les clashs avec Paul s'intensifient. Paul corrige ses parties, impose ses idées, parfois joue lui-même. Lors de l'enregistrement de Jude, George propose un riff pour la coda. Paul refuse, privilégiant un arrangement épuré. Pour George, c'est une énième preuve qu'il n'est pas entendu. Abbey Road, 1969, est un paradoxe. George livre 2 de ses plus belles chansons, Something et Here Comes the Sun. Something, salué par Frank Sinatra comme la plus belle chanson d'amour jamais écrite, est un triomphe. Mais même là, Paul impose une ligne de basse complexe, ignorant la demande de George pour une approche simple. Ce qui enchante les fans frustre George.
L'admiration qu'il avait pour Paul, son « grand frère » du bus scolaire, s'est muée en ressentiment. Il ne se sent plus comme un égal, mais comme un subalterne dans un groupe qu'il a aidé à construire. Le point de rupture avec Let It Be. Janvier 1969 est un point de non-retour. Les Beatles se réunissent au studio Twickenham pour Let It Be, un projet poussé par Paul pour revenir à un son live, brut, avec un possible concert public. Mais l'ambiance est toxique. John, absorbé par Yoko Ono, est distant. Ringo reste en retrait. Paul, autoritaire, dirige tout, microgérant chaque note. George, épuisé d'être ignoré, craque. Lors d'une répétition filmée pour Two of Us, Paul critique sa partie de guitare. George, calme et brisé, répond « Je jouerai ce que tu veux, ou je ne jouerai pas du tout. Tout ce qui te fait plaisir. » Ces mots, livrés sans colère, sont une capitulation. Le 10 janvier, il quitte le studio et note dans son journal « Levé, aller à Twickenham, quitter les Beatles, rentrer chez moi. » George reste absent 2 semaines. Les Beatles le supplient de revenir. Il accepte, mais impose des conditions. Pas de grands concerts, des sessions dans les studios Apple, plus confortables. Let It Be continue, mais la fracture est irréparable. George écrit Something et Here Comes the Sun dans cette période, prouvant son génie. Pourtant, même ses succès ne comblent pas le vide. Paul, avec son perfectionnisme, reste la source de sa frustration la plus profonde. La camaraderie des débuts s'est éteinte, remplacée par une distance froide. La séparation et le goût de l'amertume. En avril 1970, Paul annonce la fin des Beatles, officialisant une rupture que George ressentait depuis longtemps. Libéré, il sort All Things Must Pass en novembre 1970, un triple album regorgeant de chansons écartées par les Beatles. My Sweet Lord, What Is Life, Isn't It a Pity révèle un talent éclipsé. Mais une chanson, Wah-Wah, est un cri du cœur. Écrite le jour où il a quitté les Beatles, elle vise directement Paul et l'atmosphère oppressante du groupe. You gave me your Wah-Wah, chante George, un reproche voilé mais cinglant. En 1973, Sume, Suyu Blues raille les batailles judiciaires post-séparation, déclenchées par Paul pour dissoudre le partenariat commercial des Beatles. George, comme John et Ringo, y voit une trahison. Pattie Boyd, ex-épouse de George, confie que les sessions avec Paul le laissaient furieux. Ils se toléraient, mais ne s'aimaient pas vraiment, dit-elle. All Things Must Pass est un triomphe, prouvant que George n'était pas un second rôle. Mais le succès est teinté d'amertume. Chaque note, chaque parole de Wah-Wah ou Sume, Suyu Blues rappelle les blessures infligées par Paul, celui qu'il appelait autrefois son frère. Ombre persistante au fil des ans. Dans les années 70, George s'épanouit. Son concert For Bangladesh, 1971, redéfinit les concerts caritatifs et All Things Must Pass reste un monument. Mais son ressentiment envers Paul persiste. En 1974, il confie à la radio « Paul m'a ruiné comme guitariste ». Pas par méchanceté, mais par des années de microgestion qui ont sapé sa confiance. Il ajoute qu'il pourrait reformer un groupe avec John, mais pas avec Paul, trop écrasant. Avec les Traveling Wilbury dans les années 80, aux côtés de Bob Dylan, Roy Orbison, Tom Petty et Jeff Lynne, George trouve enfin une fraternité musicale égalitaire, loin de l'ombre de Paul. Le projet Anthology, 1995, réunit les Beatles survivants pour compléter des démos de Lennon, Free as a Bird, Real Love. En surface, c'est une réconciliation. En coulisses, les tensions ressurgissent. Jeff Lynne note les soupirs de George face au contrôle de Paul. George reste poli, mais distant. Lorsqu'on lui demande s'il regrette les Beatles, il répond « pas avec les autres ». Une pique subtile, mais tranchante, visant Paul. Les dernières années et une paix fragile. À la fin des années 90, George se retire à Friar Park, jardinant et jouant pour lui-même. En 1997, un cancer de la gorge est diagnostiqué. La radiothérapie offre une rémission, mais la maladie revient, atteignant ses poumons et son cerveau. En 2001, lors d'un chat en ligne, un fan lui demande si Paul l'agace encore. George cite un proverbe, « Ne scrute pas un ami à la loupe. Tu connais ses défauts, laisse-les passer. » Une réponse élégante, typique de son humour. En novembre 2001, alors que son état s'aggrave, Paul lui rend visite à New York. Ils se tiennent la main, rient, évoquent des souvenirs absurdes. Paul décrira ce moment comme un rêve. L'amertume s'efface, laissant place à un lien simple, celui de deux hommes ayant partagé une aventure unique. Le 29 novembre 2001,
George s'éteint à 58 ans, entouré de sa femme Olivia et de son fils Danny. Ses derniers mots, « Aimez-vous les uns les autres », sont un testament de paix. Paul, bouleversé, rend hommage à son « petit frère », demandant aux fans de soutenir Olivia et Danny. George Martin le décrit comme une « star réticente », un homme qui voulait créer, non briller. Les fans se rassemblent, chantant Something et Here Comes the Sun. Mais derrière les hommages, une vérité persiste. George a porté une amertume silencieuse envers Paul, un mélange d'admiration, de frustration et de blessure. Leur réconciliation, bien que réelle, reste fragile, marquée par des cicatrices jamais totalement effacées. Un héritage éternel. George Harrison était plus qu'un Beatle. Il était un visionnaire spirituel, un guitariste brillant, un compositeur dont les chansons rivalisent avec celles de Lennon et McCartney. Son ressentiment envers Paul, forgé dans l'ombre de la Beatlemania, révèle un homme luttant pour sa voix. All Things Must Pass, While My Guitar Gently Weeps, Something, ses œuvres sont des cris de liberté. Sa paix finale avec Paul, bien que ténue, montre que l'amour, même blessé, perdure. Qu'en pensez-vous? George a-t-il vraiment pardonné Paul, ou les blessures étaient-elles trop profondes? Quelle chanson de George vous touche le plus? Partagez vos réflexions dans les commentaires, et si cette plongée dans la vie du Beatle silencieux vous a ému, likez, partagez et abonnez-vous pour d'autres histoires sur les légendes de la musique. George Harrison n'a jamais hurlé, mais son silence parlait plus fort que les mots.